Français parlent aux Français. Veuillez écouter tout d'abord quelques messages personnels. Bienvenue à Jean-Paul Olivier, à la Fondation de la France Libre, pour ce qui va être eh bien, la première d'une série de conférences, un cycle de conférences que nous démarrons ici dans ces locaux. Alors pour ceux qui ne sont jamais venus à 16 cours des petites écuries, la Fondation s'est installée ici voici 1 an et demi. Dans ces nouveaux locaux, après être resté pendant de nombreuses années rue Vergniaud, mais il était important de tourner la page et de regarder l'avenir. Donc voilà, nous sommes bien installés ici, ce qui nous permet dans cette salle de redémarrer des rendez-vous qui étaient très fréquents auparavant dans la Fondation avec ce club, et puis avec ces salles de conférences. Donc nous allons pouvoir maintenant ici, tous les mois, au rythme d'une conférence par mois ou d'un rendez-vous par mois, vous convier sur évidemment sur ces thèmes de l'histoire et notamment de la France libre, du général de Gaulle. Alors, je vais en venir au sujet, évidemment. Quel honneur d'avoir aujourd'hui, pour commencer, nous tenions à avoir Jean-Paul Olivier, qui a accepté, je le remercie au nom de toute la Fondation, de démarrer ce cycle de conférences et de venir ici vous parler de ce sujet. Alors, qui ne connaît pas Jean-Paul Olivier, évidemment, journaliste sportif, il a commencé une grande carrière comme grand reporter dès 64 à l'ORTF. Et puis cette carrière que vous connaissez, mais ce sont aussi des livres, plus d'une dizaine d'ouvrages sur l'homme du 18 juin, sur l'ancien président de la Ve République, le premier, donc le général de Gaulle, et notamment des ouvrages. Alors un ouvrage qui vient de sortir, de René Coty à Charles de Gaulle, Naissance d'une République. Cet ouvrage donc, sera disponible tout à l'heure à la dédicace. Ça, c'est évidemment pour la partie Ve République, mais nous avons aussi, aujourd'hui, nous aurons l'honneur, comme vous l'avez vu, de parler de la Bretagne, des débuts de la France libre, de l'île de Sein, évidemment, cette commune compagnon de la Libération. J'en dis pas plus, je laisse à Jean-Paul Olivier le soin de vous présenter, de vous faire voyager à la fois dans l'histoire, à la fois dans la géographie de la France, dans cette belle région, et puis dans cette île pas comme les autres, qui est une terre de résistance, qui est vraiment une île que chaque étudiant, chaque Français doit connaître parfaitement, et je pense même qu'une visite sur l'île de Sein s'impose. Alors voilà, nous commençons, les personnes qui arriveront après nous rejoindront, c'est pas très très grave. Nous démarrons cette conférence avec Jean-Paul Olivier. Bonsoir. Bonsoir. Je ne sais pas si vous recevez, mais mon organe, je pense, même si ça ne passe pas par les ondes, est suffisamment intense pour que vous me receviez, je crois. Bonjour, monsieur Marmot. Bonjour, monsieur. Ça va bien? Voilà, alors on va donc parler de l'île de Sein. Et Christophe vous incitez, vous invitez à une visite à l'île de Sein. Je crois qu'il a bien raison, parce que c'est une terre qui ne ressemble à aucune autre. C'est une île, bien sûr, et c'est une île qui a été recouverte plusieurs fois par la mer et qui risque encore d'être recouverte. C'est pour ça que tout ça n'est pas banal. Et puis, un jour de 1968, alors que le prix Goncourt venait d'être décerné à Bernard Clavel, à peu près 10 jours, même pas, une semaine et demie, une semaine après son succès, donc, après qu'on lui ait remis ce prix Goncourt, il téléphone à Télé-Bretagne, où je présentais le journal télévisé d'ailleurs, et il a le rédacteur en chef au téléphone, et il lui dit, voilà, je suis Bernard Clavel, je viens d'avoir le prix Goncourt, je voudrais venir en Bretagne, mais je n'ai que 3 jours, mais je voudrais un petit peu me vider de toutes ces cérémonies, de tous ces remerciements, ces félicitations, etc., tous ces éloges, je voudrais venir en Bretagne. Alors le rédacteur en chef de Rennes-Bretagne m'appelle dans son bureau en me disant, voilà, Bernard Clavel m'a appelé tout à l'heure, je dis Bernard Clavel, oui, il voudrait visiter la Bretagne. Bernard Clavel voulant visiter la Bretagne une semaine après son prix Goncourt, je me dis c'est quand même un peu étonnant. Alors mais il ne savait pas où aller, Bernard Clavel. Et alors Louis-Marie Coët, le rédacteur en chef, me dit écoute Jean-Paul, toi qui connais bien la Bretagne, tu vas lui trouver quelque chose. Tu vas le faire entrer dans un cénacle, etc., quelque chose qu'il n'a jamais vu, bien sûr, puisqu'il ne connaît pas la Bretagne, d'une part, mais d'autre part, dont il n'a pas trop entendu parler. Et je dis, ben oui, c'est pas simple. Hein. Il dit, voilà, son numéro de téléphone est là, tu lui téléphones demain matin, la lui porte en conseil, tu vas bien lui trouver un itinéraire.
je réfléchis un peu et je me dis, dans le fond, qu'est-ce que je vais faire 3 jours? C'était pas simple. Et puis d'un seul coup, je me dis, je vais consacrer une journée à l'île de Sein. C'est pas banal, vous savez, choisir l'île de Sein comme ça pour une personnalité qui va venir 3 jours en Bretagne. Et donc, j'avais son numéro de téléphone, je téléphone. Je dis, Monsieur Clavel, je dis, écoutez, je suis chargé de jouer le Cicérone avec vous, je suis chargé de vous faire visiter la Bretagne, pas visiter étant un mot bien grand, bien pompeux, mais je suis avec vous, je vais vous emmener quelque part, etc. Rendez-vous à Audierne, à l'embarcadère pour l'île de Sein. Vous ne connaissez peut-être pas Audierne, c'est un tout petit port à la sortie de la rivière qui s'appelle le Goyen. Je vous attendrai à l'embarcadère de l'île de Sein. Telle heure, donc le jour était fixé déjà, et il était là. Il était à l'embarcadère, il était arrivé avec sa femme, et bien entendu, nous étions là pour l'attendre, pour prendre les billets pour aller à l'île de Sein. Et je lui dis, écoutez, Monsieur Clavel, nous allons à l'île de Sein. Il me dit, je connais un peu comme ça l'épisode des Sénans qui ont répondu à l'appel du général de Gaulle, mais enfin, vraiment, je ne connais pas l'histoire de l'île de Sein, etc. Je lui dis, on va y aller. Vous aurez une journée, etc. Alors j'avais téléphoné à l'auberge des Sénans pour qu'on l'ouvre, parce qu'elle n'était pas ouverte, vous savez, l'hiver s'annonçait. Et puis bon, j'avais téléphoné un peu à quelques personnes de l'île, parce que moi j'avais l'habitude, tout de même, j'y allais de temps en temps. Dès qu'il y avait un petit sujet à faire pour la télé, pour l'île de Sein, pouf, je levais le doigt et j'y allais. J'adorais. J'adorais l'île de Sein, j'adorais les gens de Sein, etc. Et je l'emmène à l'île de Sein. Donc par l'Enessen, l'île de Sein en breton, le courrier. Et alors, à un moment, on passe devant le phare de la Vieille, et il regarde ce phare de la Vieille, il dit, ah oui, ça c'est un cliché que l'on voit, c'est une image que l'on voit dans tous les ouvrages, etc. C'est célèbre, etc. Et là, je lui dis, vous savez, c'est célèbre pour beaucoup d'événements. Il y en a un en particulier qui date des années 20. Il fallait, au sortir de la guerre 14-18, il fallait donner quelques priorités aux mutilés de guerre. Il fallait leur trouver du travail, etc. Et donc, Poincaré, président de la République, avait signé un décret selon lequel il fallait les utiliser. Et donc, on leur trouvait des emplois. Parmi ces emplois, il y avait le phare de la Vieille. Et le phare de la Vieille, c'est quelque chose de pas banal, vous savez, avec la mer, ceinturée par la mer, avec les embruns qui fouettent. Ça, il fallait qu'ils montent les étages. Et ces 2 personnes qui avaient été en quelque sorte sélectionnés pour cette tâche, c'était 2 Corses, Mantolini et Terracci, qui avaient l'un qui n'avait plus de bras, et l'autre avait encore une balle, encore dans la peau. Et donc c'était quand même des gens qui avaient beaucoup de difficultés à se mouvoir, d'une part, et ils n'étaient pas du tout aidés, puisque à la fin de l'année 25-26, eh bien, il y a eu une tempête terrible dans ce raz de Sein très dangereux à la circulation maritime. La dernière victime a été M. Édouard Michelin, il y a quelques années. Et ces gens-là ont été pris par la tempête, en quelque sorte. Impossible de les ravitailler. Et on les apercevait de très loin, la chemise déchirée, le poitrail ouvert et dépenaillés. Ils étaient perdus. Il a fallu attendre que la tempête se calme pour les sauver. Voilà, bon, ça c'est leur histoire. Et puis, vous savez, je suis en train de faire le voyage avec vous. Le voyage continue sur l'île de Sein, j'en ai parlé à Clavel. Et on arrive sur l'île de Sein. Là, on est bien accueillis. Je l'avais prévenu. Je lui dis, vous savez, M. Clavel, ici c'est un peu spécial parce que si vous demandez une grenadine, on ne vous la servira pas. Si vous demandez l'eau minérale, on ne vous la servira pas non plus. Là, on vous dira, ici, c'est rouge pour tout le monde. Et Mesmer en avait fait l'expérience quelque temps auparavant. Il avait dit, Mesmer ou pas Mesmer, rouge pour tout le monde. Bon, c'était amusant. Et puis, bon, j'arrive avec Clavel, et là, je le vois s'arrêter, d'un seul coup. Parce que ça, il n'y a pas de voiture à l'île de Sein. Ceux qui connaissent l'île de Sein le savent. Il n'y a pas de voiture.
il y a des petites charrettes à bras, il n'y a pas grand-chose pour transporter un petit peu les marchandises, etc., qui descendent du bateau. Et Bernard Clavel est là, en train de regarder une charrette qui descend de la rue, c'est la plus longue rue de ça d'ailleurs, ça s'appelle la rue Abelborn, là, et il regarde cette charrette. Et moi qui avais naturellement lu son livre avant d'arriver, je m'étais empressé de le faire, qui s'appelait Les fruits de l'hiver d'ailleurs, publié chez Robert Laffont, et il y avait une histoire de charrette dans son livre. Et je lui dis, c'est la charrette de votre livre? Il me dit oui, c'est la charrette de mon père. Et j'en ai jamais retrouvé une comme ça. Parce que c'était une histoire de charrette, il avait son père, c'était un jurassien, Bernard Clavel. Son père avait laissé la charrette pleine de bois dans une clairière, et il n'avait pas dormi de la nuit parce qu'il avait peur qu'elle soit volée, etc., qu'il ne la retrouve pas le lendemain, etc. Il y a tout un chapitre sur sa charrette. Et je dis, c'est la charrette, il m'a dit oui. Et alors il dit, vous vous rendez compte, j'ai retrouvé la charrette de mon père. Et c'était quand même extraordinaire, ce personnage qui vient d'avoir le Goncourt, qui arrive dans une île isolée, une île du monde, qui retrouve la charrette de son père, c'est drôle. Et alors là, bon, évidemment, on est allé à l'auberge des Sénans, puis j'ai commencé quand même à lui montrer les lieux emblématiques de l'île de Sein, parce que, il faut vous dire quand même, en 39-40, l'été, il commençait à faire beau, etc., mais il y avait à peu près 1200 à 1300 habitants. Il n'y a jamais eu beaucoup plus. Je crois que les statistiques montrent qu'il y a eu 1450 habitants. Je crois que ça a été le pic. Enfin, là, il y avait 1200, 1300 qui étaient là. Alors, vous savez, les familles c'est facile. Vous avez les Guilchers, vous avez les Porcemogher, vous avez les Cuyandres, vous avez les Canté, vous avez les Milinaires, vous avez les Menous. Alors là, vous n'allez pas au-delà. Vous savez, c'est pour ça qu'à la guerre, il y a eu 15 Guilchers, 12 Porcemogher, c'était comme ça. Et disons que, bon, ils étaient bien sûr informés, les Sénans à ce moment-là, de l'avancée allemande vers l'ouest, mais ils étaient informés par le journal Ouest-Éclair, par la dépêche de Brest, Ouest-Éclair qui viendra à Ouest-France, la dépêche de Brest qui viendra à la télégramme de Brest. Ils étaient informés de cette façon, et également par la radio. Mais la radio, c'était infime tout de même. Il y avait 4 postes sur l'île, 4 postes. Il y avait M. Thomas, qui était le maître de phare, qui avait un poste. Il y avait Mme Menou-Gunidec, qui avait l'hôtel de l'Océan, qui avait un poste. Et il y avait M. Roux, on ne disait pas qu'il était le bistrotier ou cafetier, on disait que c'était le débitant, qui avait un poste aussi. Et puis il y avait un commerçant qui s'appelait M. Vichot, qui avait également un poste, mais c'était des postes à accus que l'on rechargeait au phare. Le 18 juin était un jour comme les autres sur l'île. Il ne se passait rien. Le bateau du courrier, qui s'appelait l'Arzénite, celui qui faisait le trajet entre l'île de Sein et le continent, et Audierne donc, était parti. Il était parti à Audierne pour les provisions et pour ramener le courrier. Et tout se passait normalement, et Jean-Marie Menou, le patron de l'Arzénite, arrive, trouve que l'atmosphère a changé, il arrive à Audierne, et il est assailli par des jeunes. Le plus âgé devait avoir 21 ans, il s'appelait Jacques Le Gall, et Jacques Le Gall dit à Menou, il dit, écoutez, nous voudrions aller en Angleterre, déjà, avant qu'on connaisse l'appel du 18 juin. Nous voudrions aller en Angleterre, j'ai mes copains là, qui sont là, il est Confort-Méliard, un autre de Cap-Sizun, etc. Nous voudrions aller en Angleterre, etc. Et puis, on n'a pas de moyens, on a le courrier de Sein, on va essayer de gagner Sein, puis Ouessant, puis l'Angleterre. Alors Menou dit, moi, je fais le transport passager, d'accord, mais enfin, je vais vous embarquer. Et puis, il est assailli par un autre groupe, mais un groupe de militaires, ceux-là, c'était des gradés, qui lui disent, écoutez, M. Menou, nous avons ici un groupe de 75 chasseurs alpins. Je crois que c'était 75, d'ailleurs je ne me rappelle plus, je crois que c'était ça. Chasseurs alpins qui
qu'il faut conduire à Ouessant. Ah, il faut conduire à Ouessant parce qu'ils vont gagner l'Angleterre aussi. Alors là, il est un petit peu embêté. Il dit, bah, écoutez, on va commencer par l'île de Sein. Je retourne à l'île de Sein avec mon courrier, avec ces jeunes et avec ces chasseurs alpins. Les chasseurs alpins à l'île de Sein, c'est extraordinaire. Et alors, bon, ils arrivent à l'île de Sein et là, ces chasseurs alpins s'égaillent un petit peu dans l'île, vont faire un petit tour du côté du phare, vont se promener à droite à gauche, et puis les jeunes sont là aussi, ils ne savent pas trop que faire, et ils sont accueillis par le maire, M. Guilcher, encore un Guilcher, hein, et puis par l'abbé Guillerme. L'abbé Guillerme, c'était le recteur du lieu. L'abbé Guillerme était un personnage haut en couleur, volontaire, patriote, etc., engageant, et donc il est là, et bon, il les accueille, etc. Mais ce 18 juin, rien de plus. Et là, précisément, ce jour-là, l'Arzénite s'en va. Il s'en va à Ouessant avec son chargement. Son chargement de militaires, car les civils, on les laissait à terre. On les laissait à l'île de Sein, les jeunes. Donc ils partent. Ils partent. Et puis les jeunes, derrière, le soir, le Véleda, un autre bateau, fera encore parler de lui, le Véleda s'en va lui aussi à l'île de Sein avec les jeunes, et quelques Sénans qui partent déjà, ils vont donc à Ouessant. Et l'Arzénite, on ne le reverra plus, on le reverra qu'à la Libération. Il arrive à Ouessant, et puis ensuite à Brest, et puis on lui donne l'ordre, on lui intime l'ordre de se rendre en Angleterre à Plymouth, et il va à Plymouth. Voilà l'histoire de l'Arzénite. Et puis le Véleda, lui, arrive à Ouessant, débarque également ces jeunes qui vont se débrouiller comme ils peuvent à Ouessant, qui vont retrouver un bateau pour aller à Brest. De là, on va les malmener un peu, on leur dit vous êtes des traîtres, etc. Ils sont très mal accueillis, puis ils réussissent à se faufiler, trouver un bateau et arrivent en Angleterre également. Voilà. Donc là, l'atmosphère était toujours dans l'île un peu. Commençait à être un peu tendu, les gens ne savaient pas où ils allaient, etc. Bon. Et on apercevait des fumées noires sur Brest, des dépôts d'essence brûlés, carburant brûlé. Donc, puis on sentait qu'il se passait quelque chose. Il y avait des administrateurs des affaires maritimes qui arrivaient, qui parlaient, qui étaient très inquiets. Sur l'île, pas grand-chose. Et le 21, je crois que c'est le 21, oui, c'était le 21 juin. Le 21 juin, le maître de phare, M. Thomas, arrive au sein même de l'île, c'est-à-dire dans le village, parce que le phare était plus loin, il était à 1 kilomètre le phare. Il arrive et il dit un peu pressé, un peu effaré, un peu étonné, mais un peu pressé aussi. Il dit, j'ai entendu un général, je ne me rappelle plus de son nom, qui a dit qu'il fallait poursuivre le combat. Voilà. Et il a dit qu'il reparlerait demain à la radio. Il a dit, demain comme aujourd'hui, je parlerai à la radio de Londres. Alors il faudra écouter. Alors, le lendemain, ils se mettent à écouter la radio. Alors, pour écouter la radio, donc ils vont chez la dame, Madame Menou Gonidec, qui avait donc son hôtel de l'Océan, et qui, elle, alors, avait un poste à cul aussi, et c'était un poste très spécial, parce qu'il était difficile à véhiculer, et donc on pouvait, en revanche, tirer un câble, et il y avait un haut-parleur. Donc elle pose le haut-parleur sur le rebord de la fenêtre, et là, on entend la voix du général, la voix de Rogom du général qui s'élève, etc. Et que va-t-il dire, etc. On l'écoute. Il y a une vingtaine de personnes à peu près, dont un petit jeune qui s'appelait Hervis, François Hervis, qui était le fils du patron du canot de sauvetage, et qui était envoyé par le curé, par le recteur, l'abbé Guillerme. L'abbé Guillerme lui avait dit, tu vas écouter ce qu'ils disent à la radio et tu vas me rendre compte. Bon, très bien. Donc, voilà, et puis le général parle. Alors, il reste là un peu, il reste muet, personne ne parle. Lorsque le général en a terminé, il
rentrent chez eux, un peu étonnés, un peu étourdis aussi par ce qu'ils viennent d'entendre, et puis attendant le moment de prendre une décision. Vous savez, c'est pas simple. Alors le petit Hervis va chez le curé, et l'abbé Guillerme appelle Guicher, le maire, et on avait l'impression que c'était le curé qui faisait la loi là-bas, l'île de Saint, hein, parce que l'autre n'avait pas la parole. Et donc il dit, nous on a des bateaux qu'on peut réarmer, parce que ce que j'ai oublié de vous dire, c'est que la pêche était arrêtée à l'île de Saint, il n'y avait plus de possibilité de vente de poissons, rien, donc toute pêche était arrêtée, les bateaux désarmés. Et donc on va les réarmer. Et donc la population, on en parle, les uns en parlent aux autres et tout, et ils vont à nouveau armer les bateaux. Et là, alors, ils vont commencer à partir parce que il faut y aller, ils se le disent, ils disent, bon, le général, ce général-là a dit ça, et ça, on est des patriotes, là, on n'accepte pas le régime nazi, et on va y aller. Donc, il faut réarmer les bateaux, et donc, les groupes se sont formés, et puis le Véleda était sur le départ, le bateau Véleda était tout de suite sur le départ, et écoutez, les jeunes de 15 ans restaient à la maison, parce qu'il y en a tout le monde voulait partir. En plus, c'est ça qui était extraordinaire, tout le monde voulait partir. Les jeunes de 15 ans leur a dit, le petit Hervis, là, qui était l'envoyé spécial du curé, lui a dit, tu restes à la maison. De toute façon, il fera carrière après. Quand il grandira, il ira dans l'armée, il fera la guerre, et il fera même l'Indochine et l'Algérie, il deviendra lieutenant-colonel. Mais là, il ne peut pas partir. Il y en a un qui va réussir à partir, un dénommé Guéguin. Son père va le planquer dans la cale, et puis il va pouvoir partir. Ça, c'est étonnant, quoi. Et donc, voilà, il y a les deux premiers bateaux à partir, outre l'Arsénite, bien sûr, dont j'ai parlé, c'est donc le Véleda et le Rouennais Armour, reine de la mer. Ces deux-là donc vont partir. Alors, vous savez, grand cérémonial, l'abbé Guillerme va venir, va donner sa bénédiction, on va leur donner, les familles vont s'arranger, vont leur donner des comment dirais-je, des paniers de, j'appelle ça des paniers repas, enfin des paniers avec la marchandise et tout. Et il y en a un qui s'aperçoit qu'on a oublié de lui mettre le kill de rouge dedans. Alors, il dit, et son copain lui dit, ouais, moi, t'affole pas, moi je suis passé chez Roux avant, là, chez le débitant, et j'en ai ramené une. Total, il s'était trompé, c'était du vinaigre. Donc ils n'ont pas eu leur kill de rouge. Voilà, alors donc, derrière eux, il y aura le Rouennais Arpéoche qui va partir, il y aura le Corbeau des mers aussi, qui aura une autre histoire, et puis il y aura le Maristella, donc, qui sera le dernier à partir. Donc, ces hommes sont là, partis, ils vont laisser les femmes à la maison, les femmes vont pouvoir travailler un petit peu, il y avait un petit peu d'agriculture, mais vous savez, c'était un état quand même très embryonnaire, tout ça. Ils vont pouvoir un peu travailler la terre, et puis alors, il y a quelques bateaux de passage, parce que tout le monde n'est quand même pas parti, quelques bateaux qui vont être là, des tout petits bateaux. Donc ils vont avoir un peu de poissons, mais enfin il va falloir quand même se serrer la ceinture, parce qu'il n'y a plus de courrier, donc il y a quelques navires qui arrivent, qui réussissent à porter quelques bricoles, mais ça c'est quand même, il y a quand même une certaine disette, et donc ça n'est jamais facile. Alors, les marins qui sont partis vont arriver en Angleterre, et ils vont être reçus de façon très diverse. Hein. Alors la DST est auprès d'eux, on se demande si ce n'est pas des espions, vous savez, les Anglais sont très méfiants, alors pas simple. Alors on les met comment dirais-je, au cinéma Olympia, l'Olympia Hall, pratiquement tous là, d'autres on les conserve pour faire un peu de pêche, parce qu'on sait que ces pêcheurs ont une certaine technique tout de même, et en plus ils viennent de l'île de Saint, c'est des costauds, c'est des durs au mal. Et c'est ce qui va arriver d'ailleurs à l'équipage du Corbeau des mers.
On leur dit, voilà, vous allez travailler dans ce petit port, là, à côté, et puis vous allez pêcher le poisson. Alors, ils s'aperçoivent, ces gens-là, les gens du Corbeau des Mers, s'aperçoivent qu'ils travaillent pour les Anglais. Eux, ils n'ont rien. Quelques livres sterling, mais très peu, rien, presque rien. Et puis voilà, et puis ils se disent, ils se disent, mais qu'est-ce qu'on fait ici? On est en train de travailler pour les Anglais, on ne va même pas sous les drapeaux. Et puis, chez nous, à l'île de Sein, ils meurent de faim. Et le Corbeau des Mers sera le premier bateau à revenir sur l'île de Sein. Ils ne vont pas être très bien vus, très bien accueillis, forcément, dans la population. On a dit, mais qu'est-ce que c'est? Les autres sont restés, vous revenez. Il faut comprendre un peu cette histoire. Alors, bon, ça va se faire, ils vont se remettre à travailler, à faire la pêche, et puis, bon, ils vont quand même parvenir à nourrir aussi, en partie, la population. Les autres, bon, sont employés, sont engagés sur le Courbet. Le Courbet, un navire de guerre, faisait office un peu de navire-école. Et donc, il faut apprendre un certain nombre de techniques, répondre à un certain nombre de tâches. Et donc, ils sont à l'Olympia Empire Hall, qui est une grosse bâtisse sans fenêtres, etc. Vraiment quelque chose de très désuet, etc., qui tombe presque en ruine. Et ils sont tous là. Alors, il y a des légionnaires qui viennent de Narvik, ils ne sont pas tout seuls, hein, les Sénants. Des légionnaires qui viennent de Narvik, viennent de Dunkerque, il y en a d'un peu partout, mais enfin, ils ne sont pas très nombreux. Hein, on a calculé ça entre 400 et 500. Hein, on n'avait jamais le nombre tout à fait exact, mais enfin, c'était à peu près ça. Et Geoffroy de Courcelles, qui était l'aide de corps du général, qui l'avait suivi partout, qui était parti avec lui de Bordeaux et tout ça, Geoffroy de Courcelles dit au général, vous savez, mon général, il serait peut-être bon d'aller rendre visite à ces gens qui sont venus à vous, qui sont venus à la France Libre, qui ont répondu à votre appel. Peut-être serait-il heureux d'avoir votre visite, de se sentir un petit peu conforté dans leur effort, dans leur engagement. Le général dit très bien. Et le général vient les voir. Alors, naturellement, on met tout le monde là, en rang, là, et les gens de l'île de Sein, évidemment, se mettent entre eux. Vous savez, les chevers avec les Cuyandres avec les Guichères avec les Porce-Volières, etc. Donc, ils s'y mettent tous. Et le général, donc, commence par la gauche. Et puis, le premier sur la ligne s'appelait Cletchever, qui est décédé il y a 5-6 ans, même pas. J'avais été lui rendre visite, d'ailleurs, juste avant son décès. Oui, ça fait 5-6 ans, à peine. Et Cletchever, alors, le général lui dit, d'où venez-vous? Cletchever dit, de l'île de Sein, mon général. Et vous? De l'île de Sein, mon général. Et vous? De l'île de Sein. Et vous, de l'île de Sein? Alors, il y avait l'île de Sein. Ben oui, ils étaient 128. Il n'y avait peut-être pas 128 à ce moment-là, parce qu'il y avait encore les pêcheurs et tout ça, mais enfin, il était une centaine, quoi. Et alors, c'est là où le général s'exclame, mais alors, l'île de Sein, c'est le quart de la France. Mais c'est pas étonnant, parce qu'ils étaient là. Hein, vous savez, on se met en coterie hein, quand on est ainsi à l'étranger. Puis ils essayaient de ne pas se quitter. Vous savez, ils avaient toujours été ensemble dans cet univers tout à fait réduit qu'est l'île de Sein. Ils n'allaient pas se quitter en Angleterre, qui était également une île. Voilà, et donc, pendant la guerre, ils ont eu un comportement absolument magnifique. Une trentaine ne reviendront pas. Et donc les autres vont bien sûr en revenir, reprendre leurs tâches. Et le général décide en 1946, lorsqu'il est au gouvernement provisoire, à la tête du gouvernement provisoire de la République, décide d'aller leur rendre visite. Alors là encore, le mauvais temps s'en mêle, puisque il décide d'aller voir, il arrive à Brest, bien sûr, et de Brest, il veut aller sur l'île, et pour aller sur l'île, c'est impossible. C'est impossible, la tempête fait rage, il ne peut pas. Alors c'est un drame parce que les gens à l'île de Sein étaient ravis de le voir, le général, hein, c'était un peu leur dieu. Et ils ont fait venir des victuailles par le courrier,
ils ont du poisson frais, ils ont tout ça. Et ben, si le général ne vient pas, comment va-t-on faire? Alors il décide d'inviter la population à se mettre autour des tables, à la mairie et dehors. Et donc ils se mettent là et ils vont enfin, dans la mairie, dans l'une des salles de la mairie, ils vont décrocher le portrait du général et ils vont le mettre au milieu de la table. Voilà. Et puis ils vont à la santé du général, donc ils vont boire à la santé du général et manger. Et moi je me souviens, j'avais été réaliser un sujet sur eux, longtemps après, sur les années 80, 70 même, et j'avais rencontré Yvon Kerlock. Yvon Kerlock était l'un de ceux qui avaient répondu à l'appel. Et Yvon me disait avec son accent, un accent fortement prononcé, et tout était prêt pour le recevoir, mais le soleil, il n'était pas dans notre poche. J'ai enregistré tout ça d'ailleurs, c'est encore dans les archives. Et donc le lendemain, le général a pu venir sur l'île parce que la tempête s'était calmée. Et chose étonnante, le général était très à l'aise dans cette île de Sein. Il se sentait comme on est avec des amis, etc. Il se promenait dans l'île. Et puis il y avait des journalistes qui s'approchaient de lui, qui lui demandaient, qui lui posaient quelques questions en passant comme ça. Et le général disait, posez vos crayons, etc. On est ici entre amis, on est ici entre nous, etc. Étonnant quand même d'entendre ça de la part du général. Hein. C'était étonnant. Et puis bon, il est reparti. Il est reparti vers ses cieux parisiens et colombéens, et il avait toujours promis de revenir voir les Sénans. Et il est revenu. Il est revenu en 1960, le 7 septembre exactement, et vous savez qu'avant chaque voyage officiel, il y a toujours une sorte, je ne dirais pas d'enquête, mais il y a toujours une visite de personnalité pour préparer cet accueil, pour préparer cette visite, etc. Et bon, ce voyage-là nécessitait aussi cette intervention. Et le général, c'était donc en ce mois de septembre 1960, le voyage, ce n'est pas un voyage spécial à l'île de Sein, mais c'était un voyage en Bretagne, il faisait le tour de Bretagne. Donc il va arriver à Brest, il va faire Douarnenez, il va aller à l'île de Sein, ensuite il va aller à Concarneau, Quimper bien sûr, Concarneau, et puis il va faire Tours, il ira à Lorient, il remontera sur Dinard. Donc là il y avait des installations à visiter, parce que vous savez que la Bretagne était quand même en avance dans le domaine des techniques. Il y avait l'usine marémotrice de la Rance, il y avait Pleumeur-Baudou, il y avait le Cellar, les liaisons du Cellar à Rennes, il y avait beaucoup de choses à voir, à visiter. Et donc, le général vient là, et il vient donc à l'île de Sein. Et donc, quand il y a cette visite préliminaire, préparatoire, Madame Kerlock les accueille. Madame Kerlock était maire de l'île de Sein, Madame le maire. Et c'était une ancienne institutrice, tout à fait capable. Son père était le patron du canot de sauvetage. Et puis, le petit jeune, là, qui était l'envoyé spécial du curé Guillaume, était son frère. Donc, une grande famille de l'île de Sein, le Kerlock. Les Hervis, elle était une Hervis, enfin Kerlock par son mariage. Et donc, naturellement, le préfet Andrieux, préfet du Finistère, et l'envoyé spécial du général de Gaulle, qui était dans son cabinet, mais il n'était plus son chef de cabinet, il était chargé de mission, Pierre Lefranc, que tout le monde a connu, sont là, arrivent par le courrier, et vont naturellement chez Madame le maire, chez Madame Kerlock. Écoutez, Madame Kerlock, nous venons vous dire que le général de Gaulle va venir rendre visite à l'île de Sein le 7 septembre prochain. Bon, on devait être en août, le 15 août, par là, un petit peu après le 15 août. Et Madame Kerlock, qui était une personne très réservée, qui ne parlait pas beaucoup, qui était un peu sombre, vous savez, pour l'interviewer, c'était dur, hein, j'en sais quelque chose. Et elle dit, le 7 septembre, dites-vous,
ça ne va pas être possible. Madame Kerlock, le général de Gaulle, c'est le général de Gaulle qui vient vous voir. Ah oui, mais non, le 7 septembre, impossible. Il reste là. Les deux envoyés spéciaux, là, ils ont connu des choses dans leur vie, mais ça encore, ils s'étonnent, quoi. Ils disent, non, mais si, bon. Et puis, on passe à autre chose. Donc, ils vont visiter quelques lieux avec elle, un peu jusqu'au phare. Puis, on avait construit un monument, que vous connaissez peut-être, parce qu'il a été dans tous les manuels. C'est ça le monument du Méneil, parce que l'endroit, c'est le Méneil. On voit un soldat, le soldat qui ne se reconnaît pas vaincu est toujours vainqueur. Donc, toujours raison. A toujours raison. Qui ne se reconnaît pas vainqueur a toujours raison. Donc il y a une très belle statue de granit. Très belle statue de granit. Elle est là. Que l'on doit à Kilivic. Kilivic est un grand sculpteur breton qui était originaire de Pouilnec, pas loin de Lierne d'ailleurs. Qui avait son atelier rue dans le 16e, là, je ne sais plus quelle rue, pour le Beaumarchais, je crois. Et donc il voit un peu le monument, il dit bon, le général viendra ici, viendra là, etc. Et Madame Kerlock continue à dire le 7 septembre, c'est pas possible. Ah. Et puis l'heure du courrier, enfin du bateau, du retour est arrivée, et Pierre Lefranc a dit au préfet Andrieux, il dit écoutez, vous qui la connaissez un peu plus intimement que moi, qui lui rendez de fréquentes visites, écoutez, essayez de savoir la révolution qu'il y a le 7 septembre, parce que c'est pas possible. Le général viendra, et, je sais pas. Alors le préfet reste là voir. Et puis on le voit arriver un petit peu en courant, essoufflé. Il arrive à prendre quand même le bateau, parce que sinon il était obligé de prendre le courrier le lendemain, ça n'arrangeait pas. Et il arrive et il monte, et puis il dit à Pierre Lefranc, il dit ah, si vous saviez, pas possible, c'est pas possible. Madame Kerlock m'a dit que le 7 septembre, elle n'aurait pas son nouveau dentier, elle n'aurait pas sa nouvelle prothèse. Alors elle ne peut pas accueillir le général comme ça, c'est pas possible. Ah bon, ils ont un peu respiré. Évidemment, on a téléphoné au prothésiste et tout, et allez-y, il roule. Et donc, elle a eu finalement son dentier pour la venue du général. Alors, je vous assure, bon, c'est un fait divers, bien sûr, mais c'est drôle. Mais elle tenait quand même à avoir ça pour le général. Et alors, elle reçoit donc son nouvel appareil, et elle avait préparé un très beau discours et tout ça. Alors, elle relisait son discours. C'est des essais quand même, hein. Mon général, je vous remercie, etc. Alors, quand elle appuyait un peu trop sur les syllabes, hop, l'appareil tombait. Alors, elle était un peu... elle commençait à paniquer. Bon, on lui a arrangé tout ça, etc. Puis là, elle a présenté des dents blanches, etc. Pas du tout chlorophyllées, formidable, et elle a pu faire son discours en général en tenue d'Yvienne, vous savez, avec la fameuse Gillienne. Il y avait à côté d'elle le docteur Vourche, qui était le président des FFL du coin, avec son fils d'ailleurs, qui était ses fils qui ont été grands résistants aussi. Et donc là, donc tout le monde a pu s'exprimer. Et puis, vous savez, à la sortie, lorsque le général est monté dans le bateau pour rejoindre le Clémenceau, qui allait l'emmener sur Douarnenez, là, eh bien, toute une flottille a accompagné le général jusqu'au Clémenceau. Et le général était ému jusqu'au-là. C'est fou. Et Madame de Gaulle avec, c'est toujours, elle ne pleurait pas, Madame de Gaulle, parce que on sentait qu'il y avait quelque chose de grand, de sentimentalement fort, etc., avec ces gens en Ligue de Saint qui s'étaient donnés au général, qui s'étaient donnés à la France. Voilà. Donc ça a été le sommet des visites du général, puisqu'après il n'est plus revenu à Saint. Le général est revenu en Bretagne en 1969, le 2 février, pour annoncer le référendum qui allait être négatif et entraîner son retrait du pouvoir. Et là, alors, il a reçu un certain nombre de délégations, et il a reçu Madame Kerlock,
qui cette fois n'avait pas eu besoin du dentiste. Mais il a reçu Madame Kerlock à l'hôtel de ville de Quimper. Voilà, donc c'était bien. Et vous savez que l'île de Sein est tellement constellée d'histoires que vraiment on ne peut pas s'ennuyer à raconter l'île de Sein. Vous savez que Henri Queffélec, l'écrivain, le père de Yann Queffélec, prix Goncourt lui aussi, mais Henri, donc, qui a été prix du roman de l'Académie française, était venu en 1937 à l'île de Sein, et le recteur Guillerme était déjà là. Et le recteur Guillerme lui avait raconté l'histoire de Fancharzu. Fancharzu, c'était encore un Guilcher, on ne sortira jamais. Et Fancharzu était un personnage qui avait reçu la foi de Don Michel le Noblet au Conquet et qui était très empreint de catholicisme et qui voulait vraiment se donner à la religion. Et il se trouve que l'île de Sein à cette époque, nous étions en 1600 et quelques, et l'île de Sein à cette époque avait vu son curé déserté. Il n'y avait plus personne pour dire la messe. Vous vous rendez compte, à l'île de Sein, personne pour dire la messe? C'est inconcevable. Et Fancharzu avait dit, ben moi je veux bien, je voudrais être prêtre, mais je n'ai peut-être pas les moyens, je n'ai pas fait de latin, je n'ai pas fait ceci et cela. Il est allé à Quimper, on l'a bien accueilli, et après de multiples péripéties, il a réussi tout de même à retourner à l'île de Sein et à lire la messe. Et Henri Queffélec avait été très marqué par cette histoire. Et il avait décidé d'écrire un livre. Ce livre, vous le connaissez sans doute, c'est un recteur de l'île de Sein. C'est une des œuvres majeures d'Henri Queffélec. Et c'est un livre qui est sorti pendant la guerre, qui est sorti en 1944, et donc qui a connu un très très gros succès. Et un jour, Jacques Becker l'appelle, réalisateur, et lui dit, je voudrais faire un film sur votre ouvrage, à partir de votre ouvrage. Et il se rend compte, etc. Et puis ça tourne court parce qu'il ne réussit pas à réunir les crédits nécessaires. Mais quelques temps plus tard, alors c'est Delannoy, Jean Delannoy, quand même grand réalisateur, qui appelle Henri Queffélec en disant, voilà, moi à mon tour, je voudrais porter votre ouvrage à l'écran. Donc là, les réunions sont prises, on trouve deux dialoguistes, Jean Orange et Pierre Bost, qui étaient quand même solidement ancrés sur la place, comme on dit, et donc qui décident de faire un scénario, etc. Pas de problème. Décide que le tournage aurait lieu, une petite partie à l'île de Sein. L'île de Sein n'était pas très très pour, il ne souhaitait pas se faire filmer, etc. Mais il fallait trouver un titre au film déjà. Et il n'arrivait pas à faire un recteur de l'île de Sein, ça ne passe pas. Il faut trouver un titre. Alors, ils ont, tous les trois, Henri Queffélec, Jean Orange et Pierre Boss, ont pris une voiture, taxi, peu importe, et ils ont fait le tour de Paris, et avec un carnet de notes. Et puis, ils avaient un stylo, et puis ils notaient des titres, comme ça, chacun de son côté. Et je crois que c'est Pierre Bost qui a trouvé, je crois, Dieu a besoin des hommes. Dieu a besoin des hommes. Quel titre? Et donc, le film se tourne avec Dieu a besoin des hommes. Donc, très petite partie à l'île de Sein, autre partie au port du Daouet, donc tout en haut du Finistère, les Côtes d'Armor. Et puis, oui, pour le Finistère, c'était surtout aux environs de Brest, vers Lycélie, Brignogan, tout ça. Et donc, tout se passe très bien. Tout se passe très bien. Projection remarquable. Et on commence à montrer le film, à le passer dans le circuit commercial. Et on demande à la Cinémathèque française de fournir des films pour le Lion d'Or de Venise.
ils sont là, ils sont candidats au Lion d'Or de Venise. On projette, le cinéma italien projette le film, et on leur dit Dieu a besoin des hommes. Non, c'est pas possible. Un titre comme ça, on peut pas l'admettre. La curie romaine s'en mêle. Et donc je vous passe un petit peu tout ce qui est arrivé, les retournements de situation, les compromissions, et ceci et cela. Et Delannoy, réalisateur, va voir Robert Schuman, qui était à ce moment-là le ministre des Affaires étrangères, et lui dit voilà ce qui se passe. On ne veut pas que Dieu a besoin des hommes soit au Lion d'Or de Venise. Et Schuman, qui était un personnage qui connaissait bien le cinéma, qui connaissait bien les hommes aussi, qui était un homme de bon sens, on avait dans le marché commun, Robert Schuman dit bon, puisque c'est ainsi, je vais adresser une lettre d'une part au Vatican et d'autre part à la Biennale de Venise pour leur dire que si le film n'est pas accepté, aucun film français ne sera présenté au public à Rome et à Venise, quoi, parce que ça passait aussi par Rome, mais au Lion d'Or de Venise. Ça a fait mal, et puis finalement il a été accepté. Non seulement il a été accepté, mais il a eu le deuxième prix. On ne lui a pas donné le premier prix parce que ça aurait pu faire désordre un peu, tu sais. Mais il a eu prix du cinéma catholique, prix de ceci, prix de cela, il a eu tous les prix en quelque sorte. Voilà, ça c'était quand même un peu étonnant. Voilà, alors si vous voulez me poser des questions sur l'île de Sein, vous pouvez encore, mais vous savez c'est une longue histoire, c'est une très longue histoire. Allez-y, hein. Si vous avez quelque chose à me demander, est-ce que les Allemands ont occupé effectivement l'île? Pardon? Est-ce que les Allemands ont occupé effectivement l'île? Oui. Il y a eu une garnison allemande. C'est une bonne question. Il y a eu une garnison allemande et ils étaient pas mal reçus, mais pas bien reçus non plus. C'est-à-dire que tout le monde était indifférent, était là, bon, ils voulaient boire un coup, on leur donnait un coup à boire. Mais ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est que jamais ils n'ont posé de questions, jamais ils sont intervenus quand à demander pourquoi il n'y avait pas beaucoup d'hommes dans l'île, pourquoi certains étaient partis, etc. Jamais ils n'ont posé cette question. Jamais. Alors, donc ils sont restés là un peu. Combien de temps? Oh, ben, ils sont restés quand même, je ne me rappelle plus quand le détachement a commencé à être là, ils sont bien restés 2 ans. Hein. Ah ouais. Bon, enfin, c'était une petite... le problème, c'est qu'avant de partir, ils ont voulu faire sauter le phare. Ils l'ont pratiquement fait sauter, d'ailleurs. Et si vous allez à la maison natale du général de Gaulle, il y a un morceau du phare de l'île de Sein, dans le jardin. Voilà. Alors, l'un des derniers des 128 Sénans, qui s'appelle François Tanguy, est décédé il n'y a pas très longtemps, il y a quelques mois. Et François Tanguy, lui, a eu un destin étonnant parce que il a épousé une Anglaise. Il a épousé une Anglaise et puis il est entré ensuite dans le corps consulaire. Il a été consul de France à Cardiff, Pays de Galles. Voilà, et puis disons qu'il a fait toute sa carrière là-bas. Il n'est pratiquement pas revenu à l'île de Sein. Il est revenu un peu en touriste, quoi, pour retrouver ses racines. Ses racines et sa semence, comme disait Claudel. Je m'excuse. Est-ce que les familles, les femmes, les enfants qui étaient restés à l'île de Sein, ils ont été particulièrement brimés, ils ont été maltraités par les occupants? C'est également une bonne question. Elles sont toutes bonnes d'ailleurs. Parce qu'ils ne devaient quand même pas être très contents. Hein, non, pas du tout, parce que justement, on leur a refusé de l'aide. Le gouvernement de Vichy leur a refusé de l'aide. Et il leur a refusé, ils demandaient quelques subsides, hein, parce qu'il fallait manger. Mais non, on leur disait non, ça n'entre pas dans le cadre de ceci et cela. Tout ça parce qu'ils étaient gaullistes. Parce qu'il y avait les Gaules derrière. Oui, ça a été après, bon, mais pendant quelques temps, ça a été dur hein, pour eux. Ça a été très dur. Mais ils ont subi des sévices corporels, non? Non. Corporels, non, pas du tout. On les a laissés.
on considérait que c'était des gens tellement étonnants, tellement hors normes, que on les laissait tranquilles. Vous savez qui allait s'intéresser à cette petite île, hein? Vous savez, c'est pas bien grand. Hein? Quand vous arrivez à Membregal, le quai des Français Libres, le quai des Papelets, là, puis vous allez derrière, vous allez au phare, il n'y a pas grand-chose. Il n'y a vraiment pas grand-chose. Oui, mais enfin, ça faisait déjà du bruit quand même. L'histoire de l'île de Sein était connue. Ben, pendant la guerre, c'est pas tellement. On avait autre chose à faire que s'intéresser à l'île de Sein. Les communications. On avait autre chose. Vous savez, nous, on raconte l'histoire maintenant, mais à ce moment-là, on dit, oui, ben, les Sénans sont partis à l'île de Sein. Bon, vous savez, la presse ne s'en faisait pas forcément l'écho. Puis alors, c'était des journaux plus ou moins collaborationnistes, là, enfin, pas collaborationnistes, je dirais, mais qui ont paru pendant la guerre. Alors, vous savez que cette presse qui a paru pendant la guerre eh ben, a été tout de suite vouée au pilori. Et puis bon, l'Ouest éclair est devenu Ouest France, la dépêche de Brest est devenue le télégramme de Brest, le Dauphiné, les Allobroges est devenu le Dauphiné libéré, et partout pareil. Le Novélis du Morbihan est devenu la Liberté du Morbihan, enfin j'en passe, il y a tous les journaux, c'était ça. Tous ceux qui sont entrés un tout petit peu dans la collaboration, sans vraiment être des collaborationnistes avérés, non. Mais donc ils ont ensuite été supprimés. C'était la fosse commune des journaux. Et est-ce que l'île a pu servir à des pilotes anglais? Est-ce que l'île a pu servir de base pour retourner en Angleterre, par exemple, les résistants? Est-ce qu'ils pouvaient de France, du continent, s'arrêter à l'île de Sein avant d'aller plus loin, ou ils étaient trop surveillés? Oui, il y a eu... elle a été un peu délaissée quand même. Mais enfin, elle servait un peu de base quand même. Quelques bateaux s'arrêtaient parce que ils ne pouvaient pas aller plus loin, ou ils essayaient de se mettre à l'abri. Voilà, mais sinon, pas énormément quand même. Mais il y a eu... Peut-être d'autres questions encore? Après, le premier renvoi des 300, à peu près 200 Sénats qui sont partis 128. au début. Après, est-ce qu'il y a eu d'autres, ils ont réussi à d'autres Sénats passer ou pas? Oui, il y a eu un bateau qui en a repris. Ah oui. Qui a repris des Sénans, pas énormément, oui. Mais il y a eu, je crois, une quinzaine encore de Sénans à partir derrière tout ça. Ouais. Ils sont partis par Brest, quoi. Ouais, et puis alors, d'après ce que je sais, le bateau qui est revenu, oui, le Corbeau des Mers. Le Corbeau, là, il a été mal reçu, évidemment, c'est par ça. Ces dames. Hein, ils voyaient arriver ce bateau, ouais. Etc. Et que l'épouse, d'ailleurs, du capitaine du bateau, ne voulait plus le voir. C'est ce qu'on m'a dit. Oui, est-ce que c'est vrai, ça, ou pas? Oui, c'est un peu exagéré, mais que lui est obligé de vivre. Disons que c'est un peu vrai. Dans l'esprit, c'est un peu vrai. On ne voulait plus le garder. C'est normal. Pourquoi ce bateau-là revenait alors que les autres étaient restés en Angleterre? Pourquoi ce bateau-là était revenu alors que les autres étaient restés en Angleterre? Mais on a essayé de leur expliquer, enfin aux gens, pourquoi ils revenaient, et parce que le Corbeau des Mers, il était utilisé par les Anglais, on leur prenait leur technique de pêche. Attendez, il s'était passé quand même quelque chose. Donc à la fin, on a compris leur démarche. Et puis leur démarche finalement a bien servi, puisqu'ils ont pu nourrir la population, une partie de la population par la suite. Oui, heureusement. Parce que dans les milieux de la France libre où je me trouvais, on disait au contraire que justement le Corbeau est rentré et le capitaine a été expédié en disant je ne peux plus te voir, etc. Non, c'est pas tout à fait ça. Oui, alors c'est pas vrai. Non, ça c'est pas vrai, mais en revanche, il a été mal accueilli quand même. Oui. Il a été mal accueilli. Oui. Il a été mal accueilli. Voilà. Donc je parlais tout à l'heure de Dieu a besoin des hommes. Il y a eu également d'autres films qui ont été tournés donc, dans le cadre de l'île de Sein. Vous avez eu Elisa qui a été un bon film aussi, avec Depardieu et Vanessa Paradis. Quoi. Et vous avez eu également, alors il y avait un très beau documentaire qui avait été réalisé par Raymond Vogel, et au cours de ce documentaire, le frère de Simone Signoret, Kaminker, son prénom,
Kamaker, qui est décédé, enfin qui a trouvé la mort, noyé, quoi. Il a été enlevé par une lame. Et il est enterré à l'île de Sein. Il y a eu beaucoup d'épisodes comme ça. C'est une île où il y a beaucoup à dire. Voilà. De l'île d'Ouessant, voisine, que s'est-il passé? Alors, l'île d'Ouessant était la base la plus avancée pour partir en Angleterre. Parce qu'en fait, comme Menou, là, le patron de l'Arzénite, pensait qu'il allait déposer ces gens à Ouessant et rentrer. Parce qu'il faisait valoir que les gens l'attendaient, qu'il y avait le courrier, etc., etc. Non, pas question, l'Angleterre. En revanche, le Véleda a pu revenir, mais le Véleda n'avait transporté que des civils. Et il va repartir. Le Véleda, c'est la vedette de... C'était la vedette de ravitaillement des phares. Exactement. Voilà. Ah oui. Et ces marins, qu'est-ce qu'ils ont fait après? Ils sont revenus? Vous savez, ceux qui ont pu revenir sont revenus, parce qu'il y a eu des décès quand même pendant la guerre. Ceux qui sont revenus ont repris leur métier de pêcheurs sans demander leur reste. Vous savez, tout ça s'est passé... ouais, c'était... Il n'y a pas eu d'histoire. Ils ont écrit leur page, et puis ils se sont remis au travail, comme si de rien n'était. Ils avaient fait leur devoir. C'est pour ça que c'est tout à fait louable, leur conduite. Vous savez, jamais ils se sont poussés du col, comme on dit. Alors ils se sont engagés finalement. Il y en a, oui. Il y en a qui se sont engagés. Oui. Alors, il y en a qui se sont engagés, qui sont devenus militaires à part entière, donc, qui sont engagés sur les théâtres d'opération. Il y en a qui ont trouvé la mort sur les théâtres d'opération, comme Guicher, lors du débarquement de Provence, notamment. Enfin, encore un Guicher. Et d'autres aussi. Vous savez, c'était le lot de tous les militaires. Il y a eu beaucoup. Oui, j'ai peut-être dû mettre ceux qui se sont engagés là-dedans. Enfin, à la fin de l'ouvrage que j'ai publié, là, il y a tous les... Il y a tous les marins qui ont répondu à l'appel avec les bateaux sur lesquels ils ont été embarqués. Alors, vous avez, regardez ça, il y a un nom que j'avais oublié encore, Fouquet, c'est marrant. C'était des familles entières qui avaient fait souche à l'île de Sein. Oui, beaucoup de marins ont fait les corvettes. Oui, comme Herbout. On fait les escortes de convoi. Pardon? Beaucoup de marins ont fait les escortes de convoi. Oui, absolument. Absolument. L'amiral, les chasseurs. Oui, absolument. Oui, tout à fait. Ils ont fait de grosses missions. Il y en a qui ont fait de grosses missions. Ouais. Et vous savez que Herbout est un cas particulier parce qu'il a commencé à l'école des cadets. Les cadets de la France libre. De la France libre. Et puis il a préféré la marine, alors il est parti. Et il a fini amiral. Alors c'était l'amiral qui est sorti de l'école des cadets. Nous sommes tous très fiers de l'école des cadets. On est un amiral. Il y a une association qui a racheté le Arzénite. C'est pas rien. Une association qui a racheté le Arzénite. Oui. Il fait visiter près de Saint-Malo. Ah ouais. Oui, parce qu'il a végété un bon moment à Morlaix, je crois, dans la Var. C'était du charbon ou des choses comme ça. Et donc il a été récupéré, il y a un groupe, il y a un groupe de... Il y a 2-3 ans déjà, je crois. Oui. Il a été, je me rappelle encore de lui, il s'est un peu déplacé ce bateau, il a été à Vannes, aussi dans le port de Vannes, je l'avais trouvé une fois, au port de Vannes, puis après bon. Et est-ce qu'il y a toujours le petit musée qui était vraiment très modeste Oui. Dans l'île de Sein? Elle existe toujours, oui, sur un étage. Un petit musée. Le musée. Parce qu'il y a mon mari qui est en foot. Elle existe toujours. C'est sympa avec des Sein, les gens sont sympas, on se sent bien et tout ça. Moi, j'avoue que ça fait un petit moment, ça fait peut-être 2 ans que j'y ai pas été, mais je pense que je vais encore y retourner, parce que c'est sympa. C'est sympa. Puis, ils vous accueillent bien. Puis, vous savez, ils sont un petit peu méfiants au début, les gens. Puis, ça, mais très peu de temps, très peu. Et vous savez, tout de suite après, ils vous accueillent, tout ça. Alors, quand vous êtes un homme, en particulier, il ne faut pas ça avec les femmes. Avec les hommes, il faut boire des coups, il faut boire des canons. Et comme je disais tout à l'heure, du rouge pour tout le monde. Voilà. Je ne sais pas s'il y a encore quelques questions.
Alors, vous parliez tout à l'heure, j'en profite, vous parliez de François Tanguy, donc FMFL, là, qui nous a quittés il y a seulement quelques semaines, hein, seulement même quelques jours, puisque notre délégué là, du secteur Douarnenez, le Cap et Saint, donc Louis Briens, nous disait qu'il avait été la semaine dernière, donc jeudi d'ailleurs, aux obsèques de François Tanguy, donc qui était l'avant-dernier survivant de ceux de Lille qui partirent en 1940. Voilà cette information qu'on peut vous donner. Qui montre aussi que le temps passe et que ces hommes... Alors moi j'avais envie de vous poser une question, parce que vous êtes l'auteur de nombreux ouvrages sur le général de Gaulle. Est-ce qu'il faut connaître l'île de Saint, la Bretagne, enfin ce moment particulier de sa vie pour bien connaître l'homme, le général de Gaulle? Est-ce que c'est important? Si vous avez vraiment évoqué quelque chose, un attachement particulier. Oui, c'est-à-dire que, bon, évidemment, tout le monde connaît le général, mais c'est vrai que dans des circonstances particulières, il donne une image de lui-même. Ouais, donc l'île de Saint, c'était ça. L'île de Saint, il était viscéralement attaché à ces hommes. Il disait, ces hommes qui sont partis de rien à cette île de la désespérance, ils viennent à moi, ils viennent en Angleterre, ils sont fortement patriotes et tout. Et comme je dis, il se sentait bien. Il allait bousculer les journalistes, il dire, allez, rangez vos stylos, on est ici entre nous. Bon, d'accord, c'est inhabituel chez le général. Bon, il avait sa grandeur, etc. Et donc, il ne voulait pas se laisser aller à quelque familiarité qui soit. Mais là, il était chez lui. Il avait l'impression d'ailleurs que personne ne le voyait, puisqu'il était sur une île. mais à l'île de Saint, il a toujours eu une pensée pour l'île de Saint. Toujours. Et alors, vous savez, l'île de Saint, ça a donné lieu aussi à... il y a des extensions extraordinaires. Lorsque le général de Gaulle est venu en 1946, lors de l'été 46, il y a 4 jeunes filles qui ont fait le tour de Bretagne. Ils faisaient le tour de Bretagne. 4 jeunes filles de Dinard. Et puis, l'une d'entre elles, qui s'appelait Colette, était avec sa sœur, deux autres jeunes filles. Elle est là, devant l'île de Saint, comment dirais-je, à la fin du rap. Et puis, elle regarde, les filles regardent l'île de Saint au loin, et puis Colette dit, oh bah, dans le fond, puisqu'on est là, de Saint, on irait bien faire un petit tour. Ils étaient à bicyclette, et tout ça, puis Dieu sait s'il y a un vélo, les vélos n'étaient pas fantastiques à ce moment-là, hein. Les chambres à air n'étaient pas très bonnes, et puis les chemins n'étaient pas très bons. Si on allait quand même là-bas, alors comment il faut faire? Il faut aller à Oyerne. Il faut prendre le bateau. On va prendre le bateau, on va descendre, ça fait combien? 30 km? On va faire les 30 km. Et puis, elles arrivent, et elles n'auraient pas dû avoir de bateau. Et on leur dit, vous avez de la chance, le général de Gaulle arrive sur l'île, il y a un service supplémentaire de navette. Ah, formidable. Elles arrivent sur l'île, toutes les 4. Elle était, la dénommée Colette, elle était institutrice. Elle s'est dit, mais on va aller à l'école, peut-être qu'ils vont nous loger. Parce qu'il n'était pas question, avec leur tente et tout ça, de planter leur tente à l'île de Saint, avec tout ce monde qui arrivait avec De Gaulle, vous vous rendez compte? Alors, un gamin disant, voilà, est-ce que tu peux nous conduire à l'école, etc. Alors le gamin les conduit, elles arrivent, puis elles se retrouvent devant un bâtiment où il y avait une croix. Elle dit, non, c'est pas cette école-là. Ah, et le gamin dit, ah bon, c'est à l'école du diable que vous voulez aller. Oui, alors c'est l'école du diable. Alors, donc elles arrivent à l'école du diable, et puis donc elles sont reçues par un monsieur qui s'appelait Rayet, originaire de Concarneau d'ailleurs, et qui était le directeur de l'école. Le directeur de l'école a dit, ah, mes filles, là, vous savez, poser un problème, parce que je n'ai pas de place non plus pour vous loger, mais enfin bon, écoutez, on va voir, mais alors là, j'ai un local, là, écoutez, puisque vous avez votre matériel et tout, je vais vous donner ce local. Donc elle s'installe dans le local, très bien, et le lendemain, donc, elles voient passer quand même le général, quoi. Elles vont voir, le général est là, on va essayer de le voir, tout, donc on va passer le général, la foule, etc., il fait un grand soleil, etc., une ambiance terrible. Et puis elles reviennent donc à l'école pour refaire leur baluchon, pour partir. Et là, donc, Colette dit à M. Rayet, il dit, mais écoutez, moi j'aimerais bien rester ici, faire école ici, faire école.
J'aimerais bien être dans cette île, etc. Alors, M. Rayet dit, écoutez, qu'à cela ne tienne, moi, je vais aller bientôt, je suis muté en Guyane, je vais aller en Guyane bientôt, le poste sera vacant, le poste sera libre. Écoutez, on va faire le nécessaire, on va faire des démarches auprès de l'Académie à Quimper, et puis, pas de problème. Alors, ils font des démarches auprès de l'Académie, mais il se trouve que M. Rayet avait commencé à avoir un petit faible pour cette demoiselle. Et puis, il avait réussi à convaincre le recteur d'Académie de créer un poste supplémentaire à l'île de Saint, parce qu'il avait fait valoir qu'il y avait des nouveaux, des petits jeunes, des nouvelles familles qui allaient arriver, et donc des enfants, des petits-enfants, etc. Enfin, il avait bien vendu sa salade, comme on dit vulgairement. Et puis, je pense que le recteur d'Académie n'était pas forcément dupe non plus, il avait aperçu quand même des regards de complicité entre les deux tourtereaux. Et puis, ma foi, ça s'est fait et ils se sont mariés quelques mois plus tard. J'ai retrouvé la dame. Elle est décédée il n'y a pas forcément très longtemps. Moi, je ne me rappelle plus, je l'ai noté là. J'avais été la voir, elle habitait Névé. Moi, comme je viens souvent à Concarneau, où j'ai une habitation. Et donc, Névé est à 15 km, quoi. Donc, j'avais réussi à avoir son adresse, je suis allé la voir, elle m'a raconté son histoire. Et je l'ai raconté, j'ai fait un chapitre là-dessus. C'est une belle histoire. Voilà. Je pense que... Alors, si vous n'avez pas de questions, c'est vrai que c'est un sujet qui est passionnant. On a évidemment écouté avec attention, puis on a découvert beaucoup de choses sur cette île de Saint qu'on pense connaître, mais finalement qu'on connaît en est encore loin de connaître. Alors, peut-être revenir à ce qu'on disait tout à l'heure, il faut aller sur l'île de Saint, il faut absolument faire cette visite, faites-le dès que vous le pouvez, vous serez reçus. Alors moi j'ai un souvenir, j'avais amené des scolaires il y a 3 ans, et on a été reçus par le maire qui nous a accueillis dans cette petite mairie où on voit ce portrait du général, ce grand portrait, là, on voit le général avec ses jumelles, là. Et puis vraiment des jumelles qui ne lui appartenaient pas, qui appartenaient à l'amiral Lahaye d'ailleurs. Tout le haut ne lui appartenait pas. Et puis c'est vrai que c'est très très fort parce qu'on ressent ce qui s'est passé là, et cette commune avec la médaille de la résistance, avec la croix de la libération, enfin bon, c'est extraordinaire vraiment qu'elle... On dit que c'est la commune la plus décorée de France, oui. Puisqu'elle est décorée à double titre, notre historien peut confirmer, c'est la seule. Et c'est vrai que c'est très très fort. Et alors le docteur Menou qui était là, à ce moment-là, nous a aussi reçus, on a été reçus mais magnifiquement par les Sénans. Et c'est vraiment une île pas comme les autres. Alors, et puis il y a tellement de légendes autour de tout ça aussi, avec ce rat de Saint là, qui est très difficile, paraît-il, à naviguer. Enfin bon. Disons que j'aime bien cette histoire, c'est une histoire simple. C'est une histoire simple. Vous savez, quand ils sont arrivés en Angleterre, ces hommes, mais ils n'étaient pas très bien habillés, il faut dire, vous savez, ils sentaient les embruns. Hein. Mais enfin, bon, le général a dit, mais il faudrait quand même les habiller, tous ces gens. Alors on a habillé d'abord les gens de Saint, parce que c'était les plus mal guenillés, comme on dit. Et donc on s'est adressé à ce qu'on a appelé le fourrier de la France libre, qui s'appelait M. Rosan, un gars qui avait répondu à l'appel aussi 18 juin, M. Rosan, donc leur a donné des vêtements, etc. Ils ont pu parce que ça, il n'y a pas d'argent, la France libre, il n'y avait pas d'argent. Il y avait le général, quand il a quitté Bordeaux, Paul Reynaud lui a remis 100 000 francs, je crois, sur un peu une caisse noire qu'il y avait. Et puis, c'était les premiers argents de la France libre. Il y a une dame, il y a une Anglaise qui a vendu un bijou et qui a donné l'argent de ce bijou, de cette vente, donc, au général, enfin au service du général, à Cotton Gardens. Et puis il y a un patriote qui s'appelait Métallier, qui a donné aussi une bonne somme d'argent. Voilà les premiers argents de la France libre. Il n'y avait rien, ils n'avaient pas de tampon, rien. Bon, c'était incroyable, quoi. C'est une grosse aventure, quoi. Et une prestigieuse aventure. Le capot allemand aussi, qui a apporté beaucoup d'argent. Capot allemand, ah oui. Oui, tout à fait.
Voilà. Alors j'en profite pour saluer la présence d'un ancien, René Marbeau, qui est un cadet de la France Libre, là, un Français libre qui est ici, qui nous fait l'honneur de sa présence. Et je le remercie particulièrement. Merci. Merci beaucoup, Merci, René. cher Arnaud. Ah oui, oui, non, c'est très important. Puis là... Avant, j'étais le plus jeune, maintenant je suis plus vieux. C'est comme ça, c'est la loi de la vie. Et puis, Ça, moi, c'était comme ça, j'ai commencé, une carte de presse, et quand j'ai quitté la télé il y a 2 ans, j'avais la carte de presse 22 390, la plus vieille de la télévision française. Vous vous rendez compte ? Mais je ne me suis pas senti vieillir. Alors, vous voyez le titre de votre ouvrage, là, évidemment, qui reprend Saint 18 juin 40, ils étaient le quart de la France. Alors, moi, j'avais été étonné parce que le maire nous avait remis la médaille de la commune de l'île de Saint, et sur la médaille, on regarde, ils étaient la moitié de la France. Ah ouais. Alors bon, c'est un peu comme toutes les régions, ils ont rajouté un peu quand même. C'était pas loin de la vérité. Mais c'est pas loin de la vérité quand même. Oui, c'est pas loin de la vérité. Ouais. Ça dépend de l'heure à laquelle a été gravée la médaille. Oui. Alors, en tout cas, voilà, ces anecdotes. Mais, alors moi, j'ai pu vous sauver 8 bouquins, parce que vous savez, les éditions Palantine ont déposé le bilan, et c'est bien dommage, parce qu'ils faisaient de très très beaux bouquins. Et j'ai réussi à en sauver 8, je crois que c'est ça, qui m'ont vendu au prix de 10 € alors qu'ils valaient 19,50 €. Je vous les vends au prix où je les ai payés. Mais il y en a 8 et il n'y en a plus derrière, il n'y en a plus après. il y a un monsieur qui lève la main. Oui. D'abord, pardonnez-moi d'être arrivé tardivement, mais c'est pas si évident que ça de vous retrouver. Vous connaissez bien la rue Vergniaud. Oui. Et alors, pour l'anecdote, j'ai été remis sur le droit chemin par le secrétaire de la section du 10e arrondissement du Parti Socialiste qui fermait ses bureaux passage Brady, qui m'a dit « La France libre, c'est là-bas ». Donc, vous voyez que la France... Ouais, mais vous savez, ils sont tous gaullistes maintenant. Et puis, oui, je voulais juste, j'entendais M. Jean-Paul Olivier dire les fameux 100 000 francs donnés avancés par Paul Reynaud au général de Gaulle, secrétaire d'État sortant à la guerre, à la défense nationale, c'est peut-être pas tout à fait, c'est pas du tout une critique, hein, M. Olivier. Je crois pas que ce soit une caisse noire, ce sont les fonds personnels, les fonds secrets qui sont à la disposition de tout chef de gouvernement, le président du Conseil sur la Troisième République. Ils ont baptisé ça un peu d'histoire. Oui, alors effectivement, ils sont pas... Oui, mais vous avez raison. Au contrôle strict. Vous avez raison. Vous avez raison. C'est exactement ça. Et puis, non, mais simplement pour dire qu'il me semble que dans ce fameux week-end des 14, 15, 16, jusqu'à 2005, la Bretagne joue quand même un grand rôle dans évidemment. l'essor de la France libre. Il y a le deuxième voyage en Angleterre du général de Gaulle, qui a fait 2 voyages, il est nommé, je crois, le 5 juin, il va déjà voir Churchill, c'est là qu'il connaît d'ailleurs le 9 juin. C'est la première fois qu'ils se rencontrent, il va en avion depuis Paris, et puis il y retourne, alors le gouvernement est déjà à Bordeaux, il y a toute cette remontée fantastique en auto jusqu'à Carantec, je crois. Exact. Et puis après, il part de Carantec, il arrive, c'est là qu'il va détourner le Pasteur qui revient des États-Unis avec des armes. Il va le mobiliser pour la France parce qu'il sait bien que Reynaud va démissionner, il a compris déjà. Ah bah, et là, il y a aussi l'épisode Carantec, parce que la famille du général... qui était venue dans la Villa Brise de Mer, et qui arrive à Brest, et le bateau est déjà, sur lequel il devait prendre place est déjà parti. Voilà. Et ce bateau va couler, va périr, corps et biens. Et elle prend le bateau suivant. Et là, le général n'est plus au courant, il ne sait plus où elle est, il ne sait plus où est sa famille. Et l'amiral raconte dans De Gaulle, mon père, son fils, Philippe De Gaulle, raconte qu'ils prennent la dernière malle. Je me souviens, ils s'appelaient ça la malle à l'époque. Parce qu'effectivement, le bateau précédent a coulé, je crois qu'il a sauté sur une mine, il me semble. Tout à fait. Oui, c'était le Vauquois. Et puis, il y a aussi cette algarade sur le bateau avec un vice-amiral à l'époque qui se trouve être l'amiral de Laborde, celui qui va s'aborder la flotte à Toulon, la plus belle flotte que la France ait jamais eue, la propriété de la Troisième République, 80 bateaux au fond de la rade de Toulon, enfin épouvantable. Mais effectivement, on sent que la Bretagne joue un rôle très important. Il y a le Réduit breton, l'île de Saint, Carantec, Bec-en-Frie, les établissements sibériles, tout ça c'est important, c'est très important.
Il me semble même que, effectivement, le général ne sait plus où est sa famille. Non. Et j'ai lu, mais alors vous allez me corriger si je me trompe, ou si j'ai raison, mais j'ai peut-être tort. Hein. Il me semble que Winston Churchill, sachant que le général est très préoccupé par le destin de sa famille, il va envoyer une mission pour les retrouver, c'est ça, non? Oui, exact. Et je crois qu'il y a un avion, un hydravion qui va avoir des difficultés, Oui, je crois. absolument, absolument. C'est ça. C'est exact. Il va même disparaître. Il y a un avion qui ne reviendra pas. Exactement, c'est ça. Exact. C'est ce qui me semblait. Voilà. Bon, merci de nous avoir apporté ces Non, précisions. Oui, merci à vous d'être venus. Maintenant, vous savez où se trouve la Fondation pour la prochaine fois, évidemment. Et n'hésitez pas à demander aux socialistes. Ouais. Il faut déjà trouver leur adresse. Non, mais j'ai recoupé avec Jean-Luc Rémy-Briac et puis avec avec Daniel Cordier dans... C'est juste ça. Alias Caracalla. Okay. Alors vous allez pouvoir maintenant donc venir rencontrer plus directement Jean-Paul Olivier pour alors les livres donc Saint 18 juin 40. Il y a également le tout dernier, hein, il vient de sortir. Il vient de sortir le 9 mars. L'essence d'une république de René Coty à Charles de Gaulle. Alors ça c'est aussi une question qui est très importante, même si c'est le sujet pas tout à fait le même, mais c'est aussi un sujet assez largement méconnu et qui permet de mettre à l'honneur René Coty, dont on parle assez peu. Et donc voilà, vous pouvez également repartir avec ce livre dédicacé. Profitez-en évidemment dès maintenant. C'est un portrait croisé, excusez-moi. C'est un portrait croisé un peu, René Coty, Charles de Gaulle. Parce que l'histoire de René Coty n'est pas banale non plus. Vous savez, cet avocat vrai, etc., qui n'était pas forcément prédestiné à être président de la République, qui était un vieux parlementaire, tout ça, mais qui comprend qu'il faut faire quelque chose. Et c'est lui quand même qui dit le général, dès 1956, il a dit qu'il faut faire appel au général de Gaulle. Vous voyez ? Et dans son discours en 1953 même, en 1954, il était élu en 1953, donc discours d'investiture en 1954, René Coty écrit son discours et le montre à 4 de ses collaborateurs. Et dans le discours, il évoque de Gaulle en 2 lignes. Il évoque le général. Et son directeur de cabinet de l'époque était un certain Friol, qui avait été directeur de cabinet d'Édouard Herriot. Et Friol dit à René Coty, il dit « Je pense, Monsieur le Président, que vous devriez enlever un petit peu ce paragraphe. » Et René Coty a refusé d'enlever le paragraphe. Et donc, dès 1954, il a parlé du général de Gaulle. Et il était convaincu qu'il fallait qu'il revienne. Ça, je crois qu'on ne l'a pas suffisamment dit. Il fallait remettre un peu dans le circuit ce président Coty qui a été déterminant. Ouais, puis il y a eu d'autres affaires. Coty, au début, en 1910, quand il est avocat, il a l'affaire Jules Durand, une affaire très dure d'un syndicaliste qui a été tué, et lui doit défendre un autre syndicaliste qui a été condamné à mort, alors qu'il n'a pas commis ce crime. Il a une histoire étonnante. Moi, j'ai bien aimé ce personnage. Et puis, comme il a appelé de Gaulle, il est d'autant plus attachant. Voilà. Alors, il y a même encore un autre ouvrage, avant de vous laisser la parole, un peu de mémoire, beaucoup de souvenirs, qui nous a été amené par quelqu'un qui a racheté beaucoup d'ouvrages des éditions Palantine, justement, et qui est venu nous apporter ces livres. Donc, il y a également ce 3e ouvrage qui va être... Et un peu hors concours. Ouais, qui va être... hors général. Ah ben si, je parle de Colombay. Je parle du Tour de France à Colombay. Quand le général de Gaulle a arrêté le Tour de France à Colombay, enfin il a arrêté, façon de parler. Mais c'est encore une très belle histoire. J'aurais beaucoup d'histoires à vous raconter. Vous voulez dire quelque chose? Non, je voulais juste... On ne se lasse pas d'écouter M. Jean-Paul Olivier, la télévision, le Tour de France et l'amicale du cyclisme. Bref, c'est un régal de vous... On y passerait le week-end. Non, je reviendrai. Simplement sur 40. C'est vrai qu'en Bretagne, on a le patriotisme. J'ai quelques racines familiales en Bretagne. Chevillé au corps parce que, sauf erreur de ma part, et je parle sous le contrôle de M. Jean-Paul Olivier, le maire de Carantec en 1914, qui doit avoir 56 ou 57 ans, qui est un marquis d'ailleurs, je crois, ou un comte. Brillant, oui, je crois. Il y a la mobilisation générale, donc finalement il pourrait être exempté de service. Il a même dépassé l'âge de la territoriale. Il s'engage, il va être parmi les tout premiers tués dans les offensives d'août, je crois d'août ou début septembre 1914. Je crois que c'est le marquis de Brillant. Voilà, c'est ça. Voilà, il a été tué à la tête de sa compagnie, ou de... Oui, enfin, je crois qu'il était
commandant de réserve, il a été tué à la tête de son bataillon, de sa compagnie, enfin voilà. Voilà, très bien. En tout cas, merci. Puis alors, je vais au nom de la Fondation de la France Libre remercier vraiment très très chaleureusement Jean-Paul Olivier d'être venu ce soir vous raconter l'histoire des Sénans. Alors, vous remercier et puis dire aussi combien nous sommes attachés à cette histoire parce que c'est vraiment les débuts de la France Libre. C'est une histoire particulière, c'est vraiment c'est très symbolique de ce qu'a été l'esprit des Français libres et l'esprit du général de Gaulle. Vous avez parfaitement su le montrer et on voulait démarrer par ça et maintenant tous les mois, donc le mois prochain, dans un mois, le 17 mai, je vous le dis déjà, on parlera de Leclerc, c'est une année très marquée par Leclerc et donc il y aura deux anciens qui viendront évoquer le colonel Pierre Robéda et Leclerc en Afrique. Entre 40 et 43, et puis Jacques Rose, qui faisait partie de la colonne Leclerc, donc viendront tous les deux donc parler de ce sujet, mais ça c'est dans un mois, le 17 mai. Voilà, un grand merci, on va applaudir Jean-Paul Olivier. Les sanglots longs des violons de l'automne blessent mon cœur d'une langueur monotone. Je répète, blessent mon cœur d'une langueur monotone.